Je vous propose que nous commencions. Bienvenue à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième mercredi du comité. Nous allons entendre ce soir Sergio Della Bernardina, qui est professeur d'ethnologie à l'université de Brest, où il dirige un séminaire permanent d'anthropologie de la nature qui s'intitule Ordre naturel et bricolages humains. Ces recherches portent sur les rapports homme-environnement, sur la question animale, sur l'esthétique vernaculaire, sur les conditions de production du discours anthropologique. Et Sergio Della Bernardina, pardonnez-moi, est membre de la section anthropologie sociale, ethnologie et langue régionale du CTHS. Et vous êtes également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages aux éditions du CTHS et également directeur d'un certain nombre de volumes issus de nos congrès, des volumes électroniques qui se retrouvent aujourd'hui sur Open Edition Books ou bien sur le site du CTHS. Voilà, je vous remercie, Monsieur Della Bernardina, de bien vouloir présenter ce troisième mercredi du comité et je vous propose eh bien, de prendre la parole immédiatement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors justement, je vais faire aussi mes remerciements donc, à Christophe Marion, au CTHS, à l'École nationale des chartes, qui me donne l'opportunité de rendre un peu plus visible mon point de vue sur la question animale. Voilà, donc je vais profiter de cette situation. Et donc, je vais commencer comme ça immédiatement sans d'autres préambules. Autrefois, on hiérarchisait les animaux. On disait que l'aigle est noble, que le chat est cruel et que le crapaud est laid. Aujourd'hui, c'est de moins en moins le cas. En matière d'animaux, officiellement, nous ne sommes plus racistes. Si on nous interroge sur le droit à la vie des différentes espèces animales, nous avons appris qu'il faut répondre « moi, je ne hiérarchise pas ». Chaque animal a sa légitimité, son rôle, il est beau dans son genre, il est intelligent à sa manière, il a sa prestance, sa culture, etc. Autour du clivage domestique-sauvage, toutefois, nous continuons à hiérarchiser. Il n'y a rien d'officiel, c'est juste un réflexe. Personne ou presque n'affirme publiquement que la vie d'une vache vaut moins que celle d'un loup. Ce serait vraiment une déclaration spéciste, voilà. Alors que l'antispécisme est en train de gagner quand même une certaine légitimité. Beaucoup pensent ça cependant, et notamment chez les urbains, mais ça reste implicite. Il ne faut pas le dire. Même avant l'émergence de l'écologie, de la sensibilité écologiste, nous étions spécistes. Mais nos préférences allaient clairement vers la vache, l'âne et le mouton, les animaux de la crèche finalement. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Les espèces sauvages ont fini par s'imposer. Si on tombe sur un loup blessé, on lui donne immédiatement un nom. Alors justement, je regardais l'autre jour, il y en a une qui vient d'arriver en Italie, elle s'appelle Colombina. Je pense qu'ils ont tiré ça de la Commedia dell'arte probablement. Donc voilà, terrassée par une voiture et après on la répare. On soigne le loup et une fois réhabilité, on assiste joyeux à sa libération. On appelle le maire, les associations pour la préservation de la faune sauvage, les journalistes, et après on fait un reportage qui a toujours un grand succès, c'est garanti. Parce que c'est émouvant de suivre la remise en service d'un loup. Et une fois remis à neuf, c'est ardent carnassier, qu'est-ce qu'il fait? Dans quelle direction il repart? Eh bien, vers les troupeaux de moutons les plus proches. Rien de plus naturel. Justement, à ce propos, je vais évoquer l'histoire du loup Slavk qui venait de Slovénie. Son nom l'indique. Il a débarqué sur les montagnes de Vérone en 2012. Et il portait sur lui un collier électronique qui avait été installé par l'université de Ljubljana.
Il a bientôt trouvé une compagne. Alors, celle-ci, elle s'appelait Giulietta. Je pense que c'est la région de Vérone, donc Giulietta et Roméo. Et ce couple, je reprends le discours des médias, a donné naissance à plusieurs petits qui ont formé des meutes en Vénétie et dans le Trentin. Et on dirait un conte de fées. Enfin, c'est présenté comme un conte de fées. Le comble, c'est que cette dynamique de réparation, multiplication et après dissémination dans le territoire de ces animaux qu'on appelait autrefois les nuisibles quand même, nous paraît aujourd'hui normale et même naturelle. Il y a 40 ans, on aurait trouvé cette histoire tout simplement surréaliste. 40, 50. Et c'est que les loups ne sont plus les mêmes, probablement. Donc, d'ailleurs, voici une description de l'espèce Canis lupus telle que je l'ai trouvée dans un site de divulgation scientifique. Je ne sais pas si c'est pour les enfants, mais je pense aussi pour les adultes. Alors, le loup est un animal nocturne. Il joue et il se repose pendant les heures du jour, alors que pendant la nuit, il pratique la chasse en meute. Nous sommes d'accord. Son alimentation est connectée à la prédation d'animaux domestiques, comme les bovins, les suidés, les caprins et d'autres petits animaux et quelques oiseaux. Finalement, le loup, par nature, à partir de ce que je viens de vous lire, se nourrit d'animaux domestiques. C'est un new look. Donc, ça paraît une plaisanterie. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'éleveur? L'éleveur, par conséquent, devient un opérateur écologique chargé d'alimenter les loups. Enfin, donc j'en viens là maintenant à mon histoire de traitement asymétrique. Si les bergers éliminent un ours récidiviste, comme ça, enfin, est-ce que c'était les bergers? Il semblerait. De toute façon, on en fait un cas national. Si on enferme un ours dans un enclos, comme c'est arrivé dans la région de Trente, et ça arrive de plus en plus, ses défenseurs organisent des grèves de la faim pour promouvoir sa libération. Il y a 2 femmes qui ont passé un mois en moins, comme si c'était des prisonniers. Voilà, on anthropomorphise l'animal, voilà, c'est ça que je veux dire. Hein. Et on se mobilise même à l'étranger, comme l'a fait Brigitte Bardot, justement, par rapport à cette histoire, qui a écrit au président de la région Trentin-Haut-Adige au sujet de cet ours, en le sommant de se comporter en être humain. Bref, lorsqu'il s'agit d'évaluer le droit à la vie des animaux domestiques, en les comparant à celle des animaux sauvages, on applique le critère de 2 poids et 2 mesures. Alors, à l'époque où je rédigeais l'étude que je suis en train de résumer ici, il y avait un ours qui s'appelait M49, il s'appelle encore M49 par ailleurs. Il avait déjà tué 14 animaux domestiques de grosse taille, pour ne pas parler des petits et moyens. Les autorités s'étaient interrogées sur l'opportunité de le supprimer. Mais c'était sans compter avec une ligue assez puissante quand même en Italie qui s'appelle la LAV, la Ligue contre la vivisection qui compte des sénateurs, des députés, des personnalités importantes. Alors, dans un article du quotidien La Repubblica, j'ai retrouvé un résumé de cette histoire où on présente justement le point de vue de cette puissante organisation animalitaire. Donc, je cite directement la déclaration de la LAV qui dit « Le président de la province autonome de Trente a condamné l'ours M49 à la peine capitale, seulement parce qu'il a prélevé quelques animaux sans surveillance. En plus d'avoir mangé des fruits, du miel et du lait pour un montant qui ne dépasse pas les 20 000 €. Pas grand-chose. C'est une ineptie si l'on pense que la province encaisse tous les ans plusieurs millions d'euros pour des activités liées au tourisme. C'est intéressant parce que ça nous fait réfléchir autour du sens aussi de la présence des ours dans cette région.
Mais quoi qu'il en soit, on voit bien qu'on personnifie l'ours, mais en même temps, on rejette les animaux domestiques dans le versant des noms, enfin des choses, on pourrait dire. Voilà. On le repousse dans la choséité. Le bétail, pour l'occasion, alors que la loi, ne cesse qu'en France, a changé récemment, le bétail redevient un bien meuble comme il était auparavant. On se gargarise avec le mot empathie, mais l'élan empathique s'arrête donc lorsqu'il s'agit de favoriser l'expansion des grands prédateurs. Alors, ce décalage devient flagrant à mon sens. Mais là aussi, il faudrait voir si est-ce que j'ai une attitude un peu hystérique par rapport à ces statistiques, à ces images. Est-ce que je suis en train de sélectionner de façon arbitraire certains éléments? Peut-être, mais voilà, mon sentiment, c'est que plutôt, je suis en train de mettre en évidence des choses qui auraient tendance à être occultées. Mais enfin bon, les statistiques parlent clair. En 2019, les 500 loups qui étaient présents dans le territoire français ont tué 14 000 herbivores domestiques. Mais à ça, il faut ajouter ceux qui sont restés handicapés, stériles, traumatisés à vie. Ça devient une existence angoissante avec ces prédateurs qui sont toujours aux aguets. Ils sont toujours en train de menacer justement ces pauvres herbivores. Et donc, ça donne envie de se demander combien de vies de moutons coûte la vie d'un loup. Alors, la réponse est facile, il suffit de diviser 14 000 par 500 et ça nous donne comme résultat 28. Donc, c'est un calcul absolument crétin, mais qui quand même nous fait un peu fantasmer autour de cette disproportion, encore une fois. Et en effet, les réactions de l'opinion publique sont sans aucune proportion avec l'étendue de ce massacre, à mon sens. Et ce massacre ne concerne pas que des quadrupèdes anonymes, mais aussi des individus bien précis. Et c'est ça aussi qu'on a tendance à oublier. Alors, dans l'ouvrage auquel je suis en train de faire référence, j'ai consacré quelques lignes à l'identité des victimes que la presse locale, de temps en temps, arrache à l'anonymat. Donc, je cite tout simplement, voilà, mon attention avait attiré par l'histoire de Brie, une petite bâtarde, une bastardine enceinte qui quitte joyeuse ses propriétaires, rentre dans le bois et se fait croquer par les loups. Arturo, un autre chien de petite taille, kidnappé dans la basse-cour et dévoré un peu plus loin. De lui, quelques heures plus tard, on ne retrouvera que la queue, un œil et une mandibule. C'est déjà pas mal. Après, il y a Daou, un âne de 4 ans prélevé à l'intérieur de l'enceinte de protection, sorti sur la route Manu Militari et consommé sur place. Voilà. Puis, je ne vais pas parler des innombrables vaches, chèvres et moutons, il y a toute une série d'ânesses. Les ânesses intéressent particulièrement, notamment si elles sont gravides. Les médias oublient parfois d'en rappeler les noms, mais elles sont toutes baptisées, soignées et bien connues par les propriétaires, enfin, qui leur ont donné donc un nom. Et donc, je reviens sur mon paradoxe. On se présente comme les paladins de la cause animale et en même temps, on qualifie le massacre des animaux domestiques de dommage matériel. 20 000 euros. Même si c'était 40, c'est le raisonnement qui nous questionne. On traite la dévoration d'Arturo, donc le démembrement de Brie et le déchiquetage de Dahu comme des effets collatéraux. Or, le fait d'affirmer que l'opinion publique est insensible à la souffrance des animaux domestiques serait évidemment inexact et faux. Les réseaux sociaux ne parlent que de ça d'ailleurs. Et là aussi, je vais citer quelques exemples que j'ai repérés dans ces derniers temps, juste pour illustrer la fréquence, mais il n'y a que ça, si vous voulez. Donc,
au hasard, j'ai trouvé, voilà, par exemple, image insoutenable, cochon en putréfaction dans un élevage à l'abandon. Là, c'est L214. La ferme de la désolation à Aune, là c'est encore pour des cochons, des associations de défense des animaux vont debout contre un éleveur de porcs. À Saint-Jory, un homme de 53 ans est poursuivi pour avoir maltraité des dizaines d'animaux. Certains ont les yeux crevés, d'autres, on se demande qu'est-ce qu'il fait ce type, d'autres sont morts dans d'atroces souffrances. Et là, c'est la Fondation Brigitte Bardot qui en parle, mais ils en parlent sans arrêt. Donc, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a? En France, dans les fermes, il y a des docteurs Mengele qui se cachent un peu partout pour torturer à mort. Donc, je pense, en anthropologue, je pense que si ces gens-là sont réduits à ça, il y a des raisons graves, tristes, et donc, bon, et on n'a pas affaire à des serial killers ou à des malfrats. Enfin, bon, mais de toute façon, souvent même, c'est la normalité qui devient criminelle. Donc, je vais faire un exemple concernant là, alors je pense que c'est L214. Voilà. Pour faire du fromage, il faut du lait. Pour avoir du lait, il faut prendre celui prévu par le veau. Il est donc séparé, le veau, il est donc séparé de sa mère à la naissance ou dans les 24 heures. Alors, ça, c'est la triste vérité. Donc, on s'attendrit, on solidarise avec le veau, on se dit, bon Dieu, je suis vraiment, qu'est-ce que je fais? Je sépare le veau et de sa maman, enfin bon. Donc, dénoncer ces atrocités est sans doute méritoire. Mais dans tous ces cas, on déplore les souffrances subies par les animaux domestiques, lorsqu'elles sont causées par des êtres humains. Si on évoque les ruraux, les gens des campagnes, c'est notamment pour rappeler leur responsabilité et pour porter plainte. Là, on porte plainte. Alors, comment peut-on à la fois militer pour le bien-être animal et tolérer la prolifération dans un espace qui n'a plus rien à voir avec la wilderness? Enfin, on est tous dans des endroits extrêmement, avec des gens partout. Comment on peut, voilà, dans ces espaces, tolérer la prolifération de ces ennemis historiques du pastoralisme? Oui, parce que si on se fonde sur l'éthique utilitariste, comme le font les animalistes, les antispécistes, c'est un peu la référence. C'est Singer qui, à son tour, fait référence justement au courant anglo-saxon qui mettent en avant la question utilitaire comme paradigme pour évaluer le bien fondé d'un comportement. Donc, dans une perspective utilitariste, plus il y a d'ours et de loups, plus il y aura de souffrance, tout simplement. Alors, comment dépasser cette contradiction? Comment expliquer plutôt cette contradiction? La réponse est évidente. C'est que nous avons compris l'importance de la biodiversité. Et nous avons aussi compris que l'ours et les loups jouent un rôle essentiel dans le rétablissement des équilibres écologiques. Et quant à la souffrance, eh bien, il faut faire la différence entre les souffrances infligées par les prédateurs à leur proie, qui sont des faits naturels et inévitables, évidemment. D'ailleurs, on pourrait dire, pour plaisanter, on veut la biodiversité, eh bien, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Voilà, ce sont des effets collatéraux, des dommages collatéraux, encore une fois. Et donc, quant à la souffrance évitable infligée aux animaux innocents donc, par les humains, là, c'est autre chose. Voilà, c'est ça le raisonnement. Et donc, ma question est la suivante. Faut-il se contenter de cette explication rassurante? Est-ce qu'on ne peut pas envisager, à côté de cette motivation principale, des raisons moins nobles, moins avouables? Alors que nous sommes dans l'enthousiasme généralisé. Tout à l'heure, je suis passé, là, j'ouvre une petite parenthèse, dans une importante bibliothèque brestoise, librairie brestoise,
Et je me suis rendu compte que le rayon ethnologique avait pratiquement disparu, mais en revanche, il y avait une hypertrophie du rayon écologie. L'écologie est devenue la science humaine générale, enfin le réceptacle, le point de convergence de plusieurs disciplines. Mais voilà, bon, enfin, je m'interroge. C'est la bonne nouvelle, effectivement. Donc, je me suis demandé si derrière notre prise de conscience écologique, plein de bon sens et de bons sentiments, moi aussi, je pense avoir pris conscience, comme les autres, est-ce qu'il n'y aurait pas quand même quelques résidus des vieilles pulsions qui motivaient notre rapport à la nature avant le tournant écologiste? Et donc là, je dois nuancer ce que j'affirmais tout à l'heure à propos de notre prédilection pour les animaux domestiques. Parce que les animaux sauvages, en vérité, nous plaisent beaucoup. Des auteurs comme Konrad Lorenz, qui est passé un peu de mode, on arrive même à postuler une préférence innée dans le champ esthétique pour la morphologie, pour la silhouette bien sculptée des animaux sauvages. Et c'est drôle parce que ça, d'après Lorenz, ça sera une sorte d'invariant perceptif, je veux dire. Enfin, on perçoit comme ça, et ça vaut pour nous, mais aussi pour les autres espèces. Je le cite. Il existe une corrélation hautement spécifique entre ces mécanismes innés du déclenchement qui suscitent les jugements esthétiques et éthiques, je souligne cet aspect, et les modifications héritées dues à la domestication. Alors, il s'explique comme ça. Dans le domaine esthétique, notre jugement intime ressent comme affreux les signes résultant de phénomènes de domestication typiques. Tout ce qui relève du domestique nous paraît affreux. Et en revanche, comme beau, ceux qui sont mis en péril par ces mêmes phénomènes de domestication. En somme, dans notre attrait pour la noblesse naturelle, pour ainsi dire, des espèces sauvages, la noblesse des animaux sauvages comparée, là, c'est pas lui qui le dit, mais c'est implicite, comparée à la grossièreté des espèces domestiques, il y aurait quelque chose d'inné. Je souligne le fait que la perception de ce décalage, d'après Lorenz, n'est pas seulement esthétique. Comme je le disais, il parle aussi de jugement éthique. Donc, ce jugement de valeur, qui sera donc instinctif, même s'il n'est pas politiquement correct, sanctionne a priori l'infériorité morale de l'animal domestique, son infériorité ontologique, et justifie qu'il soit soumis à un traitement différentiel. Évidemment, ce n'est pas moi qui le pense et qui le dit, c'est ce qu'on peut déduire des propos de Lorenz. Et je lui en laisse la responsabilité. Mais ce sont des affirmations, finalement, qui ne s'éloignent pas trop de l'imaginaire collectif, si vous voulez. Alors là, dans mon travail, j'avais développé à propos de ça une réflexion autour du parallélisme avec les théories de Gobineau. Il y a quelque chose de gobiniste dans l'idée de ces êtres qui s'avachissent en quittant l'état de sauvagerie originaire. Mais bon, on n'a pas développé ce thème ici. Donc, alors, il faut maintenant rappeler que si les prédateurs nous plaisent, comme je viens de le dire, et là, on ne peut pas le cacher, c'est aussi à cause de leur métier, de leur activité, de leur mode de subsistance. Et la fascination pour la scène sanglante vient de très loin. J'avais consacré une recherche à ça il y a longtemps. Cet engouement pour la scène de prédation est présente dans les fresques pariétales déjà du 7e millénaire avant Jésus-Christ. On y voit des personnages qui chassent le taureau déguisé en guépard. Nous en trouvons des exemples dans les bas-reliefs babyloniens, dans la sculpture grecque, dans les fresques du Moyen-Âge.
dans le tableau de l'Ancien Régime. Enfin, bon, on le sait, on est tous au courant, il suffit d'y penser un instant. Et jusque dans la peinture moderne, que l'on songe aux fauves du douanier Rousseau et aussi à des artistes plus récents, Frida Kahlo par exemple, mais aussi aujourd'hui tous ceux qui nous offrent le même spectacle sanglant, mais sous le signe de la dénonciation. Là aussi, c'est un thème qu'on ne peut pas développer ici, mais qui mérite notre attention. Donc c'est une scène qui nous passionne, mais que la sensibilité contemporaine rend plus difficilement accessible, parce qu'il suffit d'un rien pour que derrière ça, on voit apparaître des composantes, enfin, il y a toujours le doute qu'il y ait du voyeurisme là-dedans. Mais justement, le retour des prédateurs vient à notre secours. Si on veut admettre que cette scène nous intéresse, naturellement, on peut dire hypocritement que non, on s'en fiche complètement, que tout est en train de changer à ce sujet. Donc, moi je dis, nous pouvons continuer à savourer les moments voluptueux d'une poursuite et d'une mise à mort sous le signe de la naturalité. Et donc, c'est le spectacle grandiose de la nature. Un spectacle, là, voilà, un spectacle sublime et terrible à la fois qu'il faut accepter dans tous ses aspects. Et là, évidemment, je suis en train de caricaturer les commentaires, les légendes qui accompagnent les scènes de prédation diffusées par les documentaires naturalistes qui nous parlent justement de ce spectacle triste mais merveilleux qui est celui de l'acte de prédation. Bref, c'est encore de la chasse, mais sans chasseur. C'est encore du cirque, mais sans gladiateur. C'est encore de la corrida, mais sans toréador. On s'identifie au prédateur et à partir de ce moment, on peut savourer la mort de la proie par animal interposé, sans besoin de se souiller les mains. Alors, je vais récapituler. La souffrance et la mort des animaux domestiques cessent de constituer un problème lorsque sont infligées par des prédateurs. Et ceci en dépit du fait qu'ils sont très intenses et en dépit aussi de leur impact statistique. C'est énorme, mais ce n'est pas grave. Alors, on a dit que l'argument environnementaliste semble déjà lui seul tout expliquer. Les prédateurs sont rares et précieux, alors que les moutons ne le sont pas. Donc, tant pis pour eux. Mais d'autres motifs et d'autres justifications pourraient être envisageables. Alors, je viens de rappeler l'argument de la noblesse du prédateur face à la banalité grégaire, en plus du troupeau. C'est la leçon de Phèdre. Pourquoi je prends la première part de notre proie, dit le lion à ses acolytes. Et la réponse est, c'est toujours lui qui parle, parce que je m'appelle Lion. Alors, en vérifiant, parce que je m'étais trompé dans la lecture, les acolytes, ce qui est drôle, c'est que ce sont des herbivores, comme si, et la victime est un cerf. Donc, il y a quelque chose d'un peu absurde, mais qui, même dans ce cas-là, confirme l'existence de ces hiérarchies que nous sommes en train d'évoquer. Alors, l'autre argument, c'est tout à fait reconnaissable, enfin légitime, et que la poursuite d'une proie est légitime. Enfin, qu'on peut proposer, la poursuite d'une proie, on l'a dit, est une expérience excitante, quoi qu'il en soit. Et c'est vrai que le prédateur, d'un certain point de vue, la réalise à notre place. Alors, celle-ci est une hypothèse moins anthropologique, elle glisse un peu du côté d'une lecture, disons, psychanalytique, entre guillemets, qui consiste à imaginer l'existence de motivations refoulées, de motivations justement inconscientes par rapport auxquelles l'amour pour la biodiversité ne serait finalement qu'une rationalisation. Je dis que j'aime la biodiversité, mais en réalité, ce que j'aime, c'est quelque chose qui se cache derrière. Alors,
Après, il faudrait ajouter aussi des motivations plus triviales, comme les enjeux narcissiques et aussi les enjeux politiques liés au retour de grands prédateurs, parce que c'est quelque chose d'important. Contrôler les espaces parcourus par l'ours et par le loup me permet de contrôler les modalités d'accès à la nature tout court. C'est un enjeu énorme. Et ça me permet de gérer le discours sur la nature. J'accède ainsi au statut, d'un certain point de vue, de démiurge. Voilà, je mets de l'ordre dans l'ordre naturel, dans le monde naturel. Donc, c'est moi, au nom du bien-être animal, qui décide ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire dans les grands espaces. Enfin, là, c'est un peu polémique ce que je suis en train de dire, mais c'est juste pour attirer de façon emphatique l'attention sur cet aspect. Après, il faudrait ne pas oublier les motivations économiques. L'ours et le loup sont devenus des vedettes touristiques. L'attrait d'une présence inquiétante dans les bois pimente mes vacances. Il me transforme en une sorte d'aventurier. Oui. Regardez-moi, là je fais de la farce, regardez-moi, j'ose ramasser des girolles dans les bois alors qu'ils sont infestés par les bêtes du Gévaudan. C'est que la nature est verte et monotone, un peu d'hémoglobine peut-être aide à la rendre un peu plus attrayante. Et donc, j'en suis là à l'épilogue. Donc, après avoir suivi ces pistes, j'ai cherché à tester une dernière hypothèse. Revenons aux saignées périodiques. J'aime bien cette notion de saignée. Voilà, mon travail s'appelle justement « Il faut que ça saigne ». Et je pense que voilà, tout se joue autour de cette idée-là, si vous voulez. Donc, voilà, cette idée de saignée périodique effectuée par les ours et par les loups dans les pâturages alpins, mais pas ici, je suis en Bretagne maintenant, et ça arrivera, c'est en train d'arriver même ici, mais pourquoi pas, hein. Donc, ces saignées périodiques concernent notamment des moutons, qui sont des bêtes sacrificielles par excellence. C'est juste une métaphore, hein. Mais essayons de suivre l'hypothèse sacrificielle pendant un instant. On a beaucoup épilogué autour de la fonction cathartique du sacrifice. Le sacrifice sanglant permet de décharger périodiquement la violence qui s'accumule au sein de la communauté et de la projeter sur une victime émissaire. Enfin, c'est pas Mauss, ce n'est pas... Enfin, il y a plein d'auteurs, Mauss et Hubert, ce n'est pas Vernon et Détienne, c'est qui? Ben, c'est bien sûr, c'est René Girard, non? Donc, tout le monde sait que nous devons à Girard l'exploration et on pourrait dire la découverte de cette perspective de recherche. Et alors, voilà, René Girard, qui était un ancien élève de l'école des Chartes. Voilà, ça tombe bien, hein. Et donc, or, cette violence collective dont parle donc Girard, mais enfin, dont parle, comme lui le montre très bien, dont parle la tragédie grecque, dont parle les textes bibliques, enfin, c'est quelque chose qu'il arrive à documenter très bien, certes. Alors, cette violence collective est bien là, même aujourd'hui, et elle traverse le débat animalitaire. Lorsqu'on parcourt l'espace médiatique, on est frappé par la véhémence des insultes, par la saleté des images et des situations représentées. De temps en temps, on cherche à mettre une jolie scène alternée, donc une scène de joie printanière comme ça, alors que, bon, je suis désolé, ça ne suffit pas pour cacher cette sorte de saleté généralisée. Mais on montre ces abominations, évidemment, pour la bonne cause. Et la gravité des propos est proportionnelle à la gravité des actes qu'ils dénoncent. On comprend cette véhémence. Les esprits les plus sceptiques, cependant,
où les esprits les plus tordus, comme peut-être le mien, pourraient voir dans cette ostentation de la souffrance, dans cette mise en spectacle du martyre de ces pauvres animaux, quelque chose de un peu malsain quand même. De la complaisance, peut-être de l'opportunisme, voire parfois du sadisme dissimulé. Je dis ça, mais je ne suis pas le premier. Il y a Freud qui a dit quelque chose à ce propos. Alors, l'hypothèse sacrificielle permettrait d'effacer ce soupçon. Alors, c'est un jeu, celui que je fais, c'est un pari, si vous voulez, et donc c'est le simple développement d'une métaphore. Mais voici donc, pour conclure, ce que ce rapprochement métaphorique nous permettrait de suggérer. Donc, c'est le scénario final, si vous voulez, du discours. La gestion du discours sur l'animal est un enjeu énorme. Aujourd'hui, le pouvoir se joue là. Le Big Brother est celui qui arrive à gérer le discours sur ça. Et donc, cette gestion du discours suscite des jalousies, des conflits et donc de la violence qui s'accumule au sein de la société. Et cette violence a besoin de se décharger. Elle trouve son issue dans plusieurs domaines. Dans les réseaux sociaux, par exemple, et notamment qui multiplient à l'infini sous prétexte de la dénoncer, ou, enfin, de toute façon, ce n'est peut-être pas un prétexte, mais le résultat est celui-là, qui donc multiplie à l'infini les scènes d'immolation. Immolation qui s'étendent, et c'est là que je ne peux pas développer ce thème-là, mais il me paraît important. Il n'y a pas que ces immolations, ces lynchages concernent aussi les sacrificateurs parfois. Je veux dire le personnel des abattoirs, des bouchers, les vivisecteurs, et même, sans vouloir les défendre, mais même les chasseurs peuvent rentrer dans cette catégorie, même si à chaque fois qu'on évoque cette hypothèse, on se met à rire en disant comment le chasseur, lui, il prétend être une victime alors que c'est le bourreau par définition. Il y a des clichés de figures, c'est difficile, c'est même embarrassant. Moi, j'en arrive au point que je suis embarrassé, j'ai du mal à travailler sur les chasseurs parce que j'ai le sentiment qu'il y a l'opinion publique qui trouve ça comme une forme de collaborationnisme. Bon. Mais cette violence collective, plus concrètement, se décharge aussi dans le prêt. Elle s'exprime par le sacrifice au nom de la biodiversité de milliers d'herbivores domestiques. Et donc, on saisit, là j'ai fini, on saisit toute la portée de notre identification aux prédateurs. Sorti des temples et des arènes, là c'est un peu emphatique, désormais c'est comme ça, sorti des temples et des arènes, la scène sacrificielle a été transférée dans les prés, dans la verdure. Et l'ours et le loup, finalement, sont juste nos délégués. Voilà. Merci de m'avoir écouté et j'ai fini. Merci beaucoup, Sergio Dalla Bernardina, d'avoir tenu les temps. Hein. Vous avez tenu dans les 40 minutes que nous avions évoquées en début de conférence. Et donc, en ce qui me concerne, je ne regarderai plus jamais ma chasse aux girolles avec les mêmes regards. Et je crois que vous avez commencé à faire naître en moi l'inquiétude de me retrouver nez à nez avec un loup, peut-être, dans les forêts du Vendômois. Donc, je ne vous remercie pas pour ça. Mais ce que je me propose à présent, c'est peut-être de laisser eh bien, les participants poser éventuellement des questions s'ils en ont. C'est le moment, donc soit en désactivant le micro pour prendre la parole, ou bien éventuellement par le chat qui permet là aussi de poser des questions. Y a-t-il des questions dans la salle ? Pas de questions particulières. Alors moi, j'en avais une. Quel lien faites-vous entre aujourd'hui
la violence dans la société que vous mentionnez et finalement ce regard qu'on porte aujourd'hui sur les animaux à la fois sacrifiés pour les uns et puis qui, presque en raison de leur noblesse, méritent d'être dangereux, en fait, ou en tous les cas, on tolère cette dangerosité. Quel lien faites-vous vraiment entre le contexte assez violent qu'on peut retrouver, en effet, sur les réseaux sociaux ou ailleurs, et ce rapport que nous avons aux animaux? Est-ce que vous pouvez redire C'est un lien qui est, si vous voulez, ma réaction est une réaction presque qui est de l'ordre de l'étonnement. C'est vraiment quelque chose de l'approche un peu de l'ethnographe, si vous voulez, qui parcourt ce drôle de terrain qui est qui a le web et qui s'aperçoit de cette violence j'en ai parlé dans d'autres contextes, mais ce qui m'étonne, par exemple, c'est lorsqu'il y a la mort d'un chasseur. C'est intéressant de voir à quel point cet événement, plutôt que de susciter de la compassion, produit un consensus autour de la... On voit se décharger, voilà, se projeter sur cette figure, ce pauvre victime, si vous voulez, une violence qui est extrêmement étonnante. Donc, c'est tout simplement dans ce sens que je me dis, si on imagine la participation collective, chorale, à ce moment qui est celui du fait de partager le réseau ensemble en employant le même langage, et on peut se dire que finalement, là-dedans, il y a quelque chose qui est presque une forme de ritualisation de la violence. Et c'est dans ce sens-là que l'idée girardienne du bouc émissaire me paraît intéressante. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, ça permet d'attribuer à cette violence quelque chose de légèrement moins odieux, dans le sens que, même si, voilà, on peut se dire que c'est une violence justifiée par la gravité des gestes, justement, mais moi, je pense que, disons que le modèle que j'avais utilisé dans un premier temps pour comprendre ces attitudes très agressives était le modèle justement un peu psychanalytique. Je me disais, voilà, il y a dans un autre travail qui est sorti aussi encore plus récemment, je travaille sur l'ambiguïté qui a été signalée par Freud sur le fait qu'effectivement nous sommes porteurs non seulement de cet élan de fusion vis-à-vis de l'autre, mais aussi d'un désir d'éliminer, de neutraliser, de détruire. Et ces deux composantes sont vraiment inhérentes à la nature humaine. Et donc, c'est absolument normal de voir dans ce comportement ritualisé et dans toute forme de comportement symbolique, voir la présence parallèle de ces deux pulsions, de ces deux instances. Donc, imaginez que d'un côté, il y a de la bonté et de l'autre de la méchanceté, ça serait vraiment ridicule. Donc, c'est intéressant de voir aussi ce qu'il y a je dirais pas de pervers, mais ce qu'il y a effectivement de sadique, de nécrophile, mais parce que ce sont des composantes humaines. C'est pas pour dire que les gens sont particulièrement... Alors, porteurs de ces caractéristiques, il y en a effectivement qui sont sadiques et nécrophiles, mais nous sommes tous quelque part porteurs de ce désir, de cette fascination pour la scène violente, ce plaisir de voir du sang qui coule, voilà, le thriller, il existe pour ça. Mais voilà, pour finir avec cette réponse, il me semble que le dos de tirer ça du côté du sacrifice rend cette expression de la violence comme une forme de nécessité sociale, si vous voulez, d'un certain point de vue. C'est le point de vue de Girard. Hein. Et donc, ce n'est pas ça ne justifie rien, naturellement, mais ça explique de façon un peu différente voilà, encore une fois, cette violence qui, sinon, serait difficile à interpréter. Merci beaucoup. Y a-t-il une autre question dans la salle de la part des participants?
pas d'autres questions. Alors, une question. Je vois qu'il y en a une dans le chat. Oui, oui. Pensez-vous que l'incompatibilité entre les points de vue des environnementalistes et des usages ruraux traditionnels vient aussi des difficultés de partager les espaces considérés comme naturels? Oui, ça, je le pense énormément, dans le sens que je me souviens que lorsque je débarquais en France il y a très longtemps, il y avait un bel article justement de Chamboredon et Passeron. Les deux s'étaient intéressés à ce phénomène des conflits, des nouveaux usages de la nature, comme on les appelait à cette époque-là. Les sociologues utilisaient cette notion-là. Et déjà à l'époque, ils montraient l'existence de cette incompatibilité, mais qui aujourd'hui est devenue, disons que pendant très longtemps, le monde rural a tenu, mais avec l'exode, avec la déprise agricole, tous ces espaces qui avaient un sens spécifique, qui était un sens qui s'est structuré pendant des millénaires tout au long du néolithique jusqu'à il y a très peu de temps, tous ces usages-là sont devenus des usages qui ont perdu toute leur signification, leur importance par rapport au fait qu'il y a une concurrence énorme de la part des citoyens qui imaginent ces espaces à partir de paramètres complètement différents. Très bien, merci beaucoup. Sophie Chevalier, peut-être? Sophie, tu m'entends? On voilà, m'entend? là c'est Pardon, j'ai pas l'habitude, j'ai un nouveau machin. Sergio, je vais te poser la question par rapport à la place du loup. Je me demandais en fait si, d'une certaine manière, on accepte ce que tu décris, c'est-à-dire le massacre des bêtes domestiques ou de l'attaque sur les bêtes domestiques, aussi parce que pour l'instant, le loup, finalement, il tient encore sa place. À la fois, il est authentique, il tient une certaine place dans l'espace, que dit sauvage, etc. Mais on sait bien aussi que les animaux, on ne peut pas non plus les restreindre dans cet espace. Qu'est-ce qui va se passer si une fois les loups et les ours commencent à descendre dans les villages où on voit bien dans les grandes villes, il y a des gros oiseaux, enfin, je sais pas, des corneilles qui viennent fouiller les poubelles, des renards, etc. Qu'est-ce qui va se passer le jour où finalement le loup va plus tenir sa place ou va plus garder cette place qui est assignée dans un espace particulier qui est cet espace sauvage et va de plus en plus entrer dans notre espace à nous? Est-ce qu'on va peut-être changer d'attitude s'ils commencent à s'attaquer, je ne sais pas, à des petits-enfants ou à des êtres humains? Mais merci pour cette question effectivement cruciale. Alors justement, j'y pensais hier il y a quelques jours par rapport aux ours, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais cette année, les ours ont doublé dans les Pyrénées. Et donc, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui aiment les ours, mais je trouve qu'ils ont raison de les aimer. Et en même temps, ça me fait penser à ce qui se passe dans le Trentin Haut Adige, où les ours sont là un peu plus nombreux depuis un long moment et commencent à poser des problèmes sérieux. Et les ours, pour l'instant, sont encore une minorité, mais c'est vrai que, alors que les loups ont tendance quand même à partir pour l'instant, encore lorsqu'ils s'approchent des humains, les ours, pour différentes raisons, ont une attitude différente. D'ailleurs, on ne peut pas parler pour l'instant de victimes des attaques humaines, des attaques des loups, alors qu'on peut le faire pour ce qui concerne les ours. Mais justement, je suis persuadé que les loups, comme tu le suggères implicitement, effectivement, ça ne va pas durer énormément la sympathie que nous avons aujourd'hui pour ces animaux-là, parce que lorsqu'ils auront augmenté encore un peu, et lorsqu'on n'aura pas pris l'habitude de les traiter comme des animaux sauvages, c'est-à-dire de dire fais attention parce que si tu arrives ici, c'est pas sympathique. Donc, je pense que à la première fois qu'il y a quelque chose de grave, notre attitude changera. Donc, mais voilà, en même temps, j'ai entendu, justement, j'ai présenté un peu ce travail il y a 2 jours et on m'a fait remarquer que même chez les bergers,
il semblerait que les sensibilités sont en train de changer, qu'il y en a de plus en plus qui sont d'accord pour trouver un compromis, que les loups ne sont plus les mêmes. C'est possible, c'est possible. De toute façon, encore une fois, je pense que tant que statistiquement on a cet impact-là, encore ça marche, si ça augmente, ça va tout changer, je pense. Même au point de vue touristique, tout simplement. Ouais. Merci. Merci. Sophie, peut-être non, tu voulais compléter ou pas? Non, je m'inquiétais pour tes champignons. Oui. Fais attention, tu vois. Oui, mais je n'irai plus jamais en forêt, en fait. Je me permets de vous raconter une anecdote à ce propos. Il y a quelques années en Italie, on a trouvé un monsieur a été obligé de avouer à la police qu'il avait perdu son pistolet, qu'il n'avait pas le droit d'avoir dans les bois. Et donc, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il était en train de ramasser du champignon, et il n'empêche qu'il était sorti avec son pistolet parce qu'il avait peur de rencontrer l'ours. Je vous conseille donc de faire. Vous avez le droit quand même. Très bien, mais je sortirai armé dorénavant. S'il n'y a pas d'autres questions, je regarde à la fois le chat ou des prises de parole orales. Alors, évidemment, mais lors de la diffusion ou de la rediffusion sur YouTube et sur le canal U, nous mettrons quelques éléments bibliographiques concernant les ouvrages que vous avez publiés. Je pense notamment, je crois, le dernier volume d'actes de congrès que vous avez publié aux éditions du CTHS, consacré au thème, au titre de la bête au non-humain, perspective et controverse autour de la condition animale, avec cette très belle introduction que vous avez signée, ce qu'il faut dire à propos des animaux avant de les comprendre, de les sauver ou de les manger. Donc, nous avons un très beau choix finalement qui s'opère à nous. Donc, vous aurez toutes les références de manière à pouvoir découvrir ces articles et aller un peu plus loin au-delà de ce quelques mots prononcés ce soir pour lesquels nous vous remercions. Merci beaucoup, Sergio Dalla Merci à vous. Merci beaucoup. Et puis, merci aux participants de ce 3e mercredi du comité, à qui je donne rendez-vous le 12 mai prochain pour une nouvelle conférence qui sera cette fois-ci consacrée aux maladies et aux médecines dans la préhistoire. Alors, évidemment, on essaie de coller au plus près de l'actualité immédiate et c'est Olivier Dutour qui animera cette conférence le 12 mai prochain, même heure, 18h, pour un 4e mercredi du comité. Merci beaucoup, Sergio Dalla Bernardina. Merci à celles et ceux qui nous ont suivis. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Au revoir.